troisième chapitre sur les idées de Dostoïevski dans son roman politique Les démons, le personnage de Chatov, les idées de Chatov, les principales idées de Chatov. Première idée, la critique de ce qu'il appelle la demi-science. Donc nous sommes très proches de Pascal, qui critiquait lui ce qu'il appelait les demi-savants. Citation. Jamais la raison n'a été en état de définir le mal et le bien, ni même de séparer le mal du bien, ne serait-ce qu'approximativement. Au contraire, elle les mélange toujours d'une façon honteuse et pitoyable. La science, elle, n'a pas pu autoriser autre chose que la force. C'est surtout là que s'est distinguée la demi-science, le pire des fléaux de l'humanité, pire que la peste, la famine et la guerre. Un fléau inconnu avant ce siècle, la demi-science est un despote comme on n'en a encore jamais vu. Un despote qui possède ses prêtres, ses esclaves, un despote devant lequel tout s'incline avec un amour et une superstition dont on n'avait encore jamais eu l'idée, devant laquelle la science elle-même tremble et qu'elle flatte honteusement. Donc nous sommes dans le renversement complet de la pensée des Lumières. La raison est incapable de nous guider. Le projet de rationalisation du monde est catastrophique. Il détruira les principes traditionnels de vie, mais il ne les remplacera par rien. Donc il nous laissera totalement désorientés. Le projet de devenir monde de la raison est un mythe. Le mythe de l'homme se créant lui-même en faisant une fausse analogie entre le développement, la croissance intellectuelle d'un enfant et le développement, la croissance intellectuelle du genre humain, permettant ainsi de séparer les progressistes, porteurs de la raison, et les réactionnaires. Deuxième idée importante de Chatov et de Dostoïevski, la critique des idées occidentales. Les libéraux, les socialistes, les anarchistes prétendent œuvrer pour le bonheur du peuple. Ils prétendent qu'ils représentent les vrais intérêts du peuple contre les prêtres, contre les nobles. Mais en fait, ils sont complètement coupés du peuple. Ils ne connaissent rien au peuple russe, ils ont honte du peuple. Et ils rêvent de transformer le peuple russe en un peuple semblable au peuple français et même, dit Chatov, au peuple parisien, tel que le rêvent les intellectuels russes. Or, citation, « Or, qui n'a pas de peuple n'a pas de Dieu. Soyez bien sûrs que ceux qui cessent de comprendre leur propre peuple et qui perdent tout contact avec lui, ceux-là, tout de suite, et au fur et à mesure, ils perdent aussi la foi de leur patrie. Ils tombent soit dans l'athéisme, soit dans l'indifférence. » Deuxième citation. « Aucun peuple au monde ne s'est encore forgé sur une base de science ou de raison. Il n'y a jamais eu d'exemple de ça, tout au plus un instant ou par bêtise. Le socialisme, dans son essence même, doit être un athéisme, car il a précisément proclamé, et dès la première ligne, qu'il s'établit sur l'athéisme et que son intention est de se forger sur des bases scientifiques et raisonnables exclusivement. La raison et la science, dans la vie des peuples, toujours, maintenant et depuis le début des siècles, n'ont assuré qu'une fonction secondaire, une fonction de service. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Les peuples sont créés et animés par une force tout autre, une force qui les domine et les subjugue,
mais dont l'origine, elle, nous est inconnue et inexplicable. Donc les peuples ne proviennent pas d'une alliance rationnelle. Les peuples ne peuvent pas être guidés par des principes rationnels. Les peuples ne peuvent pas viser un horizon de devenir rationnel du monde. Il y a de la raison dans les traditions et inversement, il y a une déraison de la raison. Troisième idée importante de Chatov, il ne parvient pas à croire en Dieu. Dans sa discussion avec le chef terroriste lui pose une question. Il y a une chose que je voudrais savoir. Vous-même, vous croyez en Dieu, oui ou non? Réponse de Chatov. Je crois en la Russie. Je crois en son orthodoxie. Je crois au corps du Christ. Je crois dans le second avènement qui aura lieu en Russie. Je crois, balbutia Chatov dans un état second. Oui, mais en Dieu. En Dieu, Chatov. En Dieu, je vais y croire. Donc Chatov représente exactement la position de Dostoïevski. Rappelez-vous, dans la lettre qu'il envoie quand il sort du bagne en Sibérie. Je vous dirai quant à moi que je suis un enfant du siècle, enfant de l'incroyance et du doute, jusqu'à ce jour, et même, je le sais, jusqu'au tombeau. Donc, d'un côté, Chatov, comme Dostoïevski, éprouve le besoin de croire, mais d'un autre côté, ils vivent dans la difficulté ou dans même l'impossibilité de retrouver la croyance traditionnelle, populaire, vécue comme une évidence. À partir de ces idées, on peut se poser la question pourquoi Chatov devient-il slavophile? Première raison, c'est qu'il a cessé de croire dans la raison. Il a découvert qu'il n'est pas raisonnable de croire dans la raison. La volonté de rationalisation du monde est déraisonnable. Il y a de la raison dans les traditions. Le principe de raison affirmait « rien n'est sans raison ». Le monde est une harmonie préétablie et nous vivons, disait Leibniz, dans le meilleur des mondes possibles. Les progressistes ont transformé ça. Ils l'ont traduit en « à l'avenir, tout doit avoir une raison d'être pour être ». Le monde n'est pas une harmonie préétablie à l'heure actuelle, le monde doit devenir une harmonie établie dans le futur. Et il y a une avant-garde qui conduit vers le meilleur des mondes sociaux possibles. Or, pour Dostoïevski, pour Chatov, ça conduit à la terreur. Vouloir rendre le monde rationnel, surtout si on veut le rendre rationnel de force, en opposant les forces progressistes et les forces réactionnaires et en voulant éliminer les forces réactionnaires, en voulant changer les croyances du peuple, ça s'appelle la terreur. Deuxième raison, les intellectuels sont coupés du peuple. Ils n'aiment pas le peuple, ils le considèrent comme arriéré, superstitieux. Les intellectuels sont complètement déracinés et ils veulent détruire les racines du peuple. Or, on ne construit pas une société par une décision volontaire, en prenant la raison pour guide. En faisant ça, on construit simplement le palais cristal, avec une planification. Mais ça, c'est contraire à l'âme et même au corps du peuple. Donc Dostoïevski veut montrer exactement le contraire de la pragmatique des Lumières. Pour les progressistes, le peuple croit dans des bêtises. Et donc on va se poser la question, mais comment font-ils pour croire des bêtises pareilles?
Réponse, parce qu'ils sont stupides. Nouvelle question, pourquoi sont-ils stupides? Réponse, parce qu'on les a rendus stupides. Nouvelle question, qui a intérêt à les rendre stupides? Réponse, les dominants, les exploiteurs. Donc l'alliance des prêtres et des nobles, qui faussent la conscience de soi du peuple. Dostoïevski veut montrer le contraire. Si le peuple aime ses prêtres, ses popes, ses moines, ses tsarets, c'est parce que ceux-ci expriment l'âme spirituelle du peuple. Si le peuple aime son tsar, c'est parce que celui-ci exprime l'âme politique authentique du peuple. Et la hiérarchie n'est pas simplement l'exploitation des faibles par les forts. La hiérarchie, ça implique un double rapport. D'un côté, un rapport de respect par rapport aux autorités, mais d'un autre côté, un engagement des autorités à aider le peuple. Les personnages qui incarnent le mieux la hiérarchie, c'est le Cid, c'est Athos, ce n'est pas Don Juan. Voilà en gros quelles étaient les principales idées politiques de Chatov et de Dostoïevski. On voit le combat contre le projet de rationalisation du monde, de disparition des traditions populaires d'un peuple, des traditions religieuses d'un peuple, la lutte contre l'intellectuel qui arrive à l'extérieur et qui prétend aimer le peuple alors que dans le fond, il en a honte, et l'idée qu'un peuple ne se crée pas par une fiction telle que le contrat social à partir d'individus qui se rassemblent. Au contraire, un peuple forme un tout qui précède les individus.